voyager. C'était une soirée c'est du fruit naturel. Hein. Oui, on peut le manger. Pas naturel dans mon fruit. Il n'y a rien, hein, Donc grâce à l'initiative de Christian Chevalet, on a le plaisir d'accueillir ce soir Christian Buron. Christian Buron est historien et c'est l'un des meilleurs spécialistes de Sébastien Castelion, sujet de la conférence de ce soir. Il est en tout cas celui qui a le plus écrit sur cet illustre personnage, humaniste, poète, pédagogue, helléniste, théologien, traducteur de la Bible, penseur de la tolérance et de la liberté de conscience, partisan acharné de la séparation de l'Église et du magistrat. Christian Buron a fini par s'attacher à ce personnage remarquable du XVIe siècle, trop peu connu. C'est vrai que moi je ne le connaissais pas personnellement avant que Christian Chevalet m'en parle, malgré le rôle considérable qu'il a joué, notamment en s'opposant frontalement à Calvin et à son intransigeance dogmatique. Il en parle d'ailleurs comme d'un proche, un ami avec lequel il aurait plaisir à acheminer. Sur Sébastien Castelion, il a notamment publié Sébastien Castelion, 1515-1563, penseur de la tolérance et de la liberté de conscience, et Sébastien Castelion, Histoire du monument de Saint-Martin-du-Frêne, donc c'est des ouvrages qui sont ici, et que vous pourrez nous dédicacer, pour ceux qui le souhaitent, tout à l'heure. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la franc-maçonnerie locale, à Bourg et à Trévoux. Comme vous le verrez, la conférence proposée ce soir par Christian Buron se présente comme un voyage dans une Europe troublée par la Réforme, une période de violence religieuse et de pratiques barbares que les terribles événements de 2015 semblent ramener à notre porte. En ce sens, la pensée de Castelion reste tragiquement moderne. Merci à vous d'être présents. On vous écoute. Merci. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être là ce soir et d'avoir bravé les conditions météorologiques qui sont trop exceptionnelles pour la saison. Merci donc à Marc Châtelain, à Nicole Bonnet et à Michel Paillard pour avoir organisé cette soirée. Alors, si vous permettez, je vais m'asseoir parce que ce sera plus facile pour moi pour lire quelques notes que j'ai, même si je les connais pratiquement par cœur. Donc, nous allons essayer de passer la soirée ensemble en parlant de Sébastien Castelion et en l'accompagnant en quelque sorte dans sa vie, qui a démarré donc en 1515 à Saint-Martin-du-Frêne, pas très loin d'ici, et puis qui s'est achevé à Bâle, en Suisse. Alors, comme nous l'a rappelé tout à l'heure M. Châtelain, Castelion est inconnu. C'est quelqu'un que personne ne connaît. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. En France et en Europe, il n'y a certainement qu'une petite poignée, une petite centaine de personnes qui peuvent connaître ce personnage. Et pourtant, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un d'exceptionnel par la pensée d'abord, parce que on est au XVIe siècle et c'est dans une période où les humanistes, c'est-à-dire les lettrés, les érudits, travaillent comme on ne sait plus travailler. Castelion, lui, travaillait par exemple de 4 heures du matin à 22 heures tous les jours. Donc eux, ils étaient aux 35 heures, mais de sommeil par semaine. Bon, ils vivaient pas vieux non plus parce qu'ils s'épuisaient à la tâche. Et Castelion, on va voir que c'est quelqu'un d'exceptionnel intellectuellement parce qu'il va naître donc à Saint-Martin-du-Frêne. Alors certainement dans une famille catholique, il y avait des Vaudois dans le budget, mais c'est assez peu probable parce que lui-même dit que ses parents étaient dans une grande ignorance de la religion. Donc c'est peu probable que ses parents étaient Vaudois. En tout cas, on ne sait pratiquement rien de lui sur cette période, disons jusqu'à 20 ans. Et on le retrouve à Lyon. On va le retrouver au fameux collège de la Trinité, qui est un très très bon collège à Lyon, et là, il va faire ce qu'on appelle ses humanités. Donc il va apprendre le grec, le latin, il apprend aussi l'hébreu, et il commence à montrer une attirance certaine pour les lettres. Donc il commence à écrire, et il fait beaucoup de poèmes, en grec, en latin, et il traduit beaucoup de choses. Et à l'époque, Lyon, c'est une ville extrêmement importante en Europe, et c'est un centre d'imprimerie. Énorme centre d'imprimerie, ce qui fait que là, on voit apparaître tout un tas de textes, d'éditions, de livres. Et là, Castelion fréquente beaucoup ces milieux-là, comme tous les intellectuels d'ailleurs, et il va s'intéresser à l'imprimerie pour découvrir justement beaucoup de choses. Et il a une caractéristique qu'un éditeur lyonnais qui s'appelle Duché, qui publie ses poèmes, va nous dire. Il dit que Castelion, à 20 ans, il préfère l'idée au mot, c'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui commence à penser. Il ne fait pas que traduire, il ne fait pas que lire,
ils pensent, et ils le disent bien, ils préfèrent le fond à la forme et l'idée au mot. Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant dans sa pensée. Alors, vous le savez, la Réforme, le XVIe siècle, c'est une période absolument terrifiante. C'est une période où la violence fait partie des mœurs. On considère que c'est normal. Donc, si vous n'êtes pas de la bonne religion, eh bien, attention à vous. Soit vous êtes battu, soit vous êtes banni. Donc là, on s'en sort très bien. Et si c'est plus grave, alors là, vous êtes carrément torturé. On appelle ça soumettre à la question. Alors ça paraît sympathique, mais en fin de compte, soumettre à la question, c'est les tortures les plus barbares qu'on a pu imaginer. Et donc Lyon, à cette époque, connaît aussi des épisodes comme ça, de grande violence. Et Castellion voit un jour notamment un bûcher où 3 luthériens sont brûlés. Et ça va un petit peu choquer Castellion. Il va commencer à se dire que la violence, même si ça fait partie des mœurs, c'est peut-être pas la bonne solution. Et là, il va rencontrer un livre qui s'appelle l'Institution chrétienne. C'est un livre de Jean Calvin. Jean Calvin, qui est un théologien, qui avait tenté, dans les années 1536, d'imposer à Genève un régime religieux extrêmement dur, extrêmement sévère. Il n'a pas réussi, les Genevois n'ont pas voulu, donc Calvin est parti en 1538, il s'est réfugié à Strasbourg. Et là, il va écrire l'Institution chrétienne. Et l'Institution chrétienne, c'est un livre qui, en quelque sorte, va dire le christianisme, c'est pas le catholicisme tel qu'on le connaît, c'est autre chose. C'est quelque chose d'épuré, de plus pur, et c'est l'Institution chrétienne. Et ce livre-là, Castellion va trouver que ça lui parle. Il va trouver que c'est très intéressant, et c'est là que Castellion bascule. Il bascule à la Réforme. Il était certainement petit catholique, et là, jeune étudiant, il est lettré, il a beaucoup travaillé, beaucoup étudié, il a compris, et il adhère à la Réforme. Et là, donc, automatiquement, il a une certaine admiration pour Calvin, comme beaucoup de gens à l'époque, et là, il va partir à Strasbourg. Il part à Strasbourg, et il va rejoindre Calvin dans sa maison, et Calvin accueille des étudiants comme ça, qui étudient avec lui jour et nuit. Et dans les quelques notes qu'on a pu retrouver, ils ne faisaient que ça. Ils oubliaient même de manger souvent. Ils étaient d'abord extrêmement pauvres, et puis ils pensaient qu'à travailler. Et là, Castellion va commencer... il n'admire pas Calvin. C'est pas un disciple de Calvin. C'est quelqu'un qui est proche de Calvin, mais c'est pas son disciple. Parce que Castellion est très indépendant. Il a une pensée très indépendante, et il ne voit pas, il perçoit pas ce rapport de maître à disciple. Et au bout de quelques mois, Castellion va partir à Genève. Sur les instances de Calvin, il part à Genève pour devenir, à 26 ans, le régent du collège de Rives, c'est-à-dire le directeur du grand collège de Genève, à 26 ans. Et là, Castellion va s'avérer un pédagogue absolument exceptionnel. Il va notamment révolutionner toute la manière d'enseigner. Et lui, il nous dit des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, il dit « On a coutume de faire lire aux enfants pour commencer l'étude du grec Lucien, et celle du latin Terence. 2 auteurs dont l'un n'enseigne que les adultères de Jupiter, les larcins de Mercure et autres traits semblables. L'autre, les amours malhonnêtes des jeunes gens, la perversité des courtisanes, l'infamie des entremetteurs. » Et là, il rajoute « Que ferait-on d'autre, je le demande, si l'on voulait former les enfants à l'immoralité, plutôt que de laisser ainsi leur âme recueillir d'abord les vices et devenir ensuite incapable de toute vertu ?» Donc pour Castellion, à l'époque, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que lui, il dit, il faut faire attention à dans quel ordre on apprend aux élèves. Parce que jusqu'à là, on apprenait comme ça, en vrac. Et pas forcément des bonnes choses, comme il le remarque. Donc Castellion, lui, va prendre la plume, tout de suite, à 26 ans, et il va rédiger un ouvrage qui s'appelle « Les dialogues sacrés ». Et ces dialogues sacrés, ce sont en fin de compte des petits dialogues issus des histoires bibliques qui sont écrites dans un beau latin, compréhensible par les élèves, et en même temps avec une traduction française. Et ces dialogues qui sont sortis en 1543, je crois, la première édition, 1543, vont connaître des rééditions jusqu'au XVIIIe siècle, et notamment en Allemagne. Donc ça veut dire que c'est quand même un livre de pédagogie qui a traversé les époques. Et il dit, par exemple, dans ce livre, il dit
vouloir apprendre à l'élève à parler élégamment avant de lui apprendre à parler, c'est vouloir que l'enfant sache danser avant de savoir marcher. Et ça, c'est typiquement Castellion. C'est toujours des choses très simples, mais on ne peut pas les rater. Une fois qu'on a compris, c'est bon. Et c'est toujours comme ça. Castellion dit aussi une chose importante à cette époque. Il dit « La plupart des hommes pensent qu'il faut suivre la multitude. Les amis de la vérité obéissent à la vérité. » Donc vous voyez déjà, on voit quand même que c'est une pensée tout à fait intéressante, indépendante. Il ne suit pas la masse. Si tout le monde pense quelque chose, lui, Castellion dit non, on a le droit de penser soi-même ce que l'on veut, et en plus on a le droit d'être seul de son avis. C'est pas un crime. À l'époque, c'est pas tout à fait admis comme pensée. Alors Castellion, il est attiré, comme je vous l'ai dit, par la religion. Donc il s'intéresse à la religion et il prend envie de traduire le Nouveau Testament. Et ça passe mal, parce qu'à Genève, il y a une Bible, une seule Bible. Et c'est partout pareil. Chez les catholiques, il y a une religion avec un livre. Chez les protestants, les réformés à l'époque, ça s'appelle, c'est la même chose. Et lui, il trouve que la Bible de Genève, elle ne lui convient pas trop, donc il se lance dans sa propre traduction. Et comme le responsable de la réforme à Genève, c'est Calvin, il est obligé de soumettre ses épreuves à Calvin. Et Calvin critique un peu. Et il trouve que ça mérite des corrections, que c'est pas tout à fait au point. Et là, ils se disputent tous les deux. Castellion n'accepte pas les corrections que propose Calvin, et il n'accepte pas non plus de rentrer dans un schéma de discussion sur ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense que, d'abord, la traduction pouvait avoir quelques problèmes, parce que c'est pas exclu, on peut tous faire des erreurs, mais surtout, la Bible de Genève, la seule Bible autorisée, c'était la Bible d'Olivetan. Et Olivetan, c'est le cousin de Calvin. Donc ça peut expliquer que Calvin n'avait peut-être pas envie que la Bible de son cousin soit remplacée par une autre. Et ça traduit là, si vous voulez, aussi une chose intéressante chez Castellion, c'est qu'il a voulu les dialogues sacrés dans un beau latin et en français pour les enfants, et il a voulu traduire la Bible pour les adultes. Et le souci de Castellion, c'est de rendre les textes accessibles à tous. Ce qui est totalement nouveau à l'époque, parce que la religion à l'époque, la religion par exemple, catholique, si on prend cet exemple, c'est les prêtres qui parlent en latin, personne ne comprend ce qu'ils disent, et comme ça, il n'y a pas de contestation. Et les réformés, eux, ils n'ont pas tout à fait cet avis. Eux, il n'y a pas d'intermédiaire d'abord, entre Dieu et le croyant, et il faut que les textes soient accessibles à tous. Et ça, c'est la grande préoccupation de Castellion. On va le revoir tout à l'heure, il va encore faire d'autres écrits dans cette optique-là. Alors, vous avez bien compris qu'à ce moment-là, à Genève, il y a des petits frottements quand même entre Calvin, qui est donc le grand responsable de Genève. Il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a au moins le pouvoir religieux, il a tellement d'emprise sur les pouvoirs civils qu'on peut considérer quand même que Calvin, c'est le maître de Genève. Et il y a des tiraillements entre Calvin et Castellion, au point que Castellion se dit, moi, j'ai plus trop envie d'être régent du collège de Genève, j'ai envie d'être pasteur, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de pouvoir transmettre, expliquer tout ce qui est dans les textes. Et là, le Conseil de Genève, à l'unanimité, voulait le nommer pasteur, parce que tout le monde sait que c'est un homme extrêmement brillant, cultivé, il n'y a aucun doute. Sauf que Castellion, il n'a pas voulu céder sur 2 points quand il a rencontré le Conseil de Genève et les pasteurs. 2 points qui sont tout à fait ridicules aujourd'hui pour nous, sur l'interprétation du Cantique des Cantiques. Calvin pense que le Cantique des Cantiques, c'est un livre saint. Castellion, lui, pense que c'est plutôt un poème d'amour, voire un petit peu érotique. Bon. C'est pas bien grave, vous me direz. Deuxième chose, c'est la descente du Christ aux enfers. Calvin pense que c'est un symbole et Castellion pense que c'est vrai. Castellion pensait que le Christ était vraiment descendu aux enfers. Bon, et à cause de ça, si vous voulez, Castellion dit, moi, je ne peux pas dire j'accepte tout. Pour être pasteur, je ne peux pas accepter la liste de tout ce que vous me demandez. Ces 2 points-là, je ne suis pas d'accord. Eh bien, puisqu'il n'est pas d'accord, il ne sera pas pasteur. Et là, c'est quelque chose de très important aussi, parce que être pasteur, c'était vraiment le rêve de Castellion. C'était vraiment son but ultime. Et ne pas accepter, refuser, c'est lui qui refuse d'être pasteur en fin de compte. Il refuse d'être pasteur parce que ça voudrait dire qu'il va contre sa propre conscience.
Et Castellion refuse de lutter contre sa conscience. La conscience est trop respectable chez les autres pour qu'il ne respecte pas la sienne. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important dans la pensée de Castellion, si on veut bien la comprendre. C'est quelqu'un qui a une exigence morale absolument ferme. On ne transige pas là-dessus. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit que Calvin craignait que Castellion ne lui fasse de l'ombre. Alors c'est vrai, Castellion a une puissance intellectuelle exceptionnelle. Il a beaucoup de qualités, c'est un fin lettré, c'est un bon linguiste, il écrit bien, mais il est trop adepte du libre examen, et ça peut pas passer. Donc, il y a une réunion qui se passe dans la banlieue de Genève avec tous les pasteurs, et là, Castellion ose reprocher devant toute la communauté des pasteurs les mœurs des pasteurs, dont lui ne fait pas partie. Et il leur dit qu'ils ont des comportements qui ne sont pas moraux. Et là, donc, c'est le clash, évidemment. Donc, Castellion, il est pratiquement banni de Genève. Alors, il n'est pas réellement banni, c'est lui qui s'en va. Mais ça revient au même, hein. Il n'a plus sa place à Genève. Il n'est plus régent du collège. Il n'est plus prédicateur à Vendeuvre, parce qu'il a été prédicateur aussi, mais prédicateur laïque. Hein. Comme il n'était pas pasteur. Et donc, il n'a plus de revenus, il a une femme, un enfant, il n'a plus rien. Donc, Castellion, il prend son baluchon et il s'en va. Et à l'époque, prendre son baluchon, ça a vraiment un sens. C'est quand vous étiez dans une ville quelconque, une ville protestante, enfin, réformée ou une ville catholique, si vous n'êtes pas de la bonne religion, on vous dit, vous prenez votre baluchon et vous partez. Vous laissez la maison, vous laissez tout. Vous prenez le baluchon et vous partez. Et vite en général. Et c'est ce que Castellion fait. Il part avec sa femme et sa fille, et il va se promener, il va remonter le long du lac Genève, il passe par Lausanne, puis il monte un peu vers Neuchâtel, et enfin, il arrive à Bâle. Et là, il a de la chance, parce qu'il va rencontrer Oporin. Et Oporin, c'est un imprimeur exceptionnel, quelqu'un qui a imprimé énormément de traductions, évidemment, en grec, en latin, en hébreu, mais qui a osé publier des livres qui étaient interdits à l'époque, parce qu'à l'époque, il fallait oser quand même, hein, on risquait sa vie, on risquait sa vie de penser. Alors, publier, c'était encore pire. Il y avait une trace. Donc, et là, Oporin va accueillir Castellion à bras ouverts. Il l'accueille à bras ouverts, tout simplement parce que Castellion, c'est un érudit, c'est un lettré. Donc, il a une connaissance, très très grande connaissance du grec, du latin, du français. Il perfectionne son hébreu, il va même apprendre l'italien là-bas, à Bâle. Et il est donc tout disposé pour être un excellent correcteur d'imprimerie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les correcteurs orthographiques comme on a maintenant sur nos ordinateurs. Hein. Il fallait composer lettre par lettre et il fallait tout corriger. Et un correcteur, il fallait qu'il connaisse les langues du livre en question. Et Castellion était tout à fait disposé pour ça. Donc Castellion, lui, il commence donc par ce travail de correcteur d'imprimerie. Il vit plutôt tranquillement, avec difficulté quand même. Il est obligé, on le sait, de faire tout un tas de petits boulots pour arriver à nourrir sa famille. Parce qu'il a perdu sa femme, il s'est remarié assez vite, et en fin de compte, il s'est retrouvé avec 9 enfants. Donc pas en même temps, hein, parce qu'on mourait vite à l'époque. Mais il avait quand même une grosse famille à nourrir, et comme lui ne faisait que lire et écrire toute la journée, ça nourrissait pas son monde. Hein. Donc il fallait qu'en plus de ses travaux intellectuels, eh bien, il fasse quelques travaux manuels. Et là, il va entreprendre quelque chose d'absolument colossal. Il va traduire la Bible. Mais il ne va pas faire une traduction ordinaire de la Bible, parce qu'on a beaucoup de traductions de la Bible à cette époque qui ont été faites, mais ce sont surtout des traductions littérales, c'est-à-dire on fait du mot à mot, ce qui fait qu'on se retrouve avec un texte qui n'est pas forcément compréhensible, pas forcément lisible, et en tout cas qui n'est pas beau. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que la plupart des traductions de la Bible sont faites par des ecclésiastiques. Donc, on a une Bible en latin, mais qui est un latin ecclésiastique. Castellion, lui, c'est un érudit, c'est un lettré. Donc, il va sortir une traduction de lettré, c'est-à-dire du beau latin. Et c'est ce qu'on va lui reprocher d'ailleurs, parce qu'on va lui dire, mais le latin dont vous utilisez, il n'est pas très sacré. Oui, mais non, c'est pas un latin sacré, c'est un beau latin. Donc, c'est pas la même chose. Donc, et là, ce travail, Castellion, il va le faire à partir des textes d'origine. Il prend pas la Vulgate, il prend pas une Bible en latin pour la retraduire à son tour. Non. Il prend les textes en grec
en latin, en araméen, en arménien aussi, et il apprend tout ça. Il apprend toutes ces langues pour traduire. Et il fait une traduction qui, en plus, est intéressante parce que dans la Bible, vous savez, il y a des poèmes. Donc il va traduire les poèmes dans un langage poétique. Il y a des textes historiques, il va les traduire en historien. Et il y a des textes, entre guillemets, divins, bibliques, et là, il va les traduire pratiquement en langage sacré. Donc il fait vraiment une traduction magnifique. Alors évidemment, tout le monde est contre sa Bible. Tout le monde dit, c'est une horreur cette Bible. Bon, c'est une horreur. Sauf que, aujourd'hui, on en parle toujours, et aujourd'hui, ça reste une des plus belles, pour les biblistes, moi je ne suis pas bibliste, mais les biblistes disent qu'aujourd'hui, c'est une des plus belles Bibles qui existent. La Bible en latin. Et une chose intéressante dans cette Bible, c'est que dans la préface, qui est dédiée à Édouard VI, le roi d'Angleterre, parce qu'à l'époque, quand on faisait un livre, on faisait une préface qu'on dédiait à un personnage célèbre, important, pour faire passer un message. Et il dit dans cette préface qu'il exhorte le magistrat, alors le magistrat c'est le pouvoir civil en quelque sorte, il exhorte le magistrat à suivre la voie de douceur, de patience et de bénignité, et à différer parfois l'exécution des sentences sévères plutôt qu'à la hâter. Parce qu'à l'époque, quand il y avait la sentence, c'était exécution immédiate. On ne discutait pas, il n'y avait pas d'appel, ça n'existait pas tout ça. Donc lui, non, Castellion, il dit non. Soyons plutôt la voie de la douceur, prenons notre temps, mais bon, supprimons pas tout le monde tout de suite quand même. Et c'est là la grande différence de la pensée de Castellion par rapport à son époque. C'est que lui a toujours opposé la douceur à la violence. Alors en 1553, donc il est en plein dans ses travaux, et il est tellement brillant à Bâle qu'il est nommé professeur de grec à l'université. Donc là, on pourrait penser que Castellion, il va vivre tranquillement de ce dont il est fait pour vivre, c'est-à-dire d'étudier, d'enseigner, d'écrire, de traduire, d'avoir une vraie vie d'intellectuel. Sauf que il y a un petit côté polémiste quand même chez Castellion, et il ne peut pas s'empêcher quand même de temps en temps de dire ce qu'il pense. Et quand il dit ce qu'il pense, les Genevois, et notamment les calvinistes, le surveillent, ils ont quand même des antennes à Bâle, ils savent ce que Castellion dit, ils savent ce qu'il pense, ils savent ce qu'il écrit, et ils le surveillent. Donc, Castellion est quand même pas tout à fait tranquille, mais bon, il vit apparemment, il fait ce qu'il veut. Et puis, il va se passer quelque chose d'absolument dramatique. En octobre 1553, c'est Michel Servet. Michel Servet, qui est un théologien, un médecin, un écrivain, philosophe. À l'époque, les érudits, ils font tout. Ils écrivent, ils lisent, ils publient, ils corrigent. Ils ont une vie absolument incroyable. Et Servet, c'est un peu quelqu'un comme ça. Et Servet, lui, il a déjà écrit plusieurs livres qui ont énervé beaucoup de monde, parce que il a écrit Christianismi Restitutio, qui a contrarié du monde, et puis surtout, il a écrit un livre sur la Trinité. La Trinité, vous savez, Dieu, Saint-Esprit, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit. Et lui, il dit, ça, c'est peut-être pas tout à fait juste. Alors là, il a sorti de la ligne jaune, franchi carrément, donc là, il se fait beaucoup d'ennemis. Ce qui fait que l'Inquisition catholique à Vienne, en Isère, l'attrape et l'emprisonne. Et ils veulent le brûler. Servet est un petit peu habile et il se sauve. Il se sauve, donc l'Inquisition le brûle en effigie, parce qu'il faut quand même brûler, parce que c'est trop dommage de ne pas l'avoir raté. Donc il le brûle en effigie et Servet s'en va. Sauf qu'il a la très mauvaise idée de passer à Genève. Et Calvin, 7 ans avant, avait dit « Si Servet vient à Genève, pour peu que j'y ai d'influence, jamais je ne souffrirai qu'il en sorte vivant. » Et 7 ans après, Servet passe par Genève, il a oublié qu'il avait contrarié aussi Calvin, donc Calvin l'arrête, il l'embastille, il ne le torture pas vraiment, mais il souffre énormément, et en fin de compte, on a un simulacre de procès, dont les minutes sont encore dans les archives à Genève, on a un simulacre de procès, et Servet est condamné à mort, et évidemment, on dresse un bûcher à Champel, on met tous les livres de Servet au milieu, et on met le feu. Il est brûlé vif comme ça. Quand Castellion apprend ça,
là, son sang ne fait qu'un tour, et il se dit, là, c'est plus possible. C'est pas possible qu'on soit dans cette époque-là. C'est pas possible de brûler quelqu'un parce qu'il a pensé différemment des autres. Donc là, Castellion va prendre la plume et il va sortir ce qu'on considère comme un des premiers manifestes sur la défense de la tolérance et de la liberté de conscience, c'est le traité des hérétiques. Alors il fait quelque chose d'habile. Il écrit sous 2 pseudonymes, Martin Bellius et Basile Montfort, et puis il met tout un tas de textes d'auteurs connus, très connus, dont Calvin, parce que Calvin a changé d'avis entre-temps. Il était beaucoup plus tolérant avant, et maintenant qu'il a le pouvoir, il l'est beaucoup moins. Donc, Castellion va mettre tout un tas d'articles de petites, quelques dizaines de pages à chaque fois, sur des auteurs connus, pour défendre justement le traitement qu'on fait aux hérétiques. C'est-à-dire qu'il lui dit, c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on mérite la mort. Et ça, c'est totalement nouveau, parce qu'à l'époque, celui qui pense pas bien, on le supprime, et on n'en parle plus. Et c'est partout comme ça. Castellion, lui, il dit non. Il dit pas ça. Non, non. Lui, Castellion, il dit, il vaudrait mieux laisser vivre 100, voire 1000 hérétiques, que de faire mourir un homme de bien sous ombre d'hérésie. Donc c'est quand même... Alors, évidemment, ça déclenche des foudres épouvantables. Calvin et Farel vont lui rentrer dedans, il n'y a pas d'autre mot, et ils vont déclencher contre Castellion une véritable guerre des plumes. Donc là, on va écrire traité sur traité, libelle sur libelle, pour accuser Castellion et ses amis d'être des hérétiques, des gens abominables. Et c'est à ce moment-là, c'est là où Castellion devient ce que j'ai appelé le penseur de la tolérance. C'est là où il commence vraiment à construire cette pensée de tolérance. C'est l'affaire Servet qui déclenche ça. Alors après, évidemment, ils vont se chamailler, mais à un niveau incroyable. Ils vont publier un nombre de livres, que ce soit Calvin, que ce soit Théodore de Bèze, contre Castellion. Et Castellion répond. Mais il y a une différence. C'est que Calvin et ses amis, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir à Genève. Ils ont pratiquement le pouvoir sur le magistrat. Ils ont le pouvoir sur les imprimeurs. Donc tout ce qu'ils écrivent, ils le publient. Castellion, lui, il est seul. Lui, il n'a pas une église. Calvin, lui, il est en train de bâtir une église avec tout un tas de docteurs, de pasteurs, et de servants, etc. Castellion, lui, c'est un homme seul. Donc il publie, enfin il écrit, mais il ne publie pas. Ces traités ne sont pas publiés. Donc il va publier, par exemple, un livre qui s'appelle le Contra Libellum Calvini, c'est-à-dire un libelle contre Calvin. Et ce livre n'a jamais été publié. Il a été publié il a été publié en français, je crois, en 1998, je crois, seulement. Vous voyez, 450 ans après. Et il a été publié pour la première fois, je crois, en Hollande, dans les années 1600 et quelques. Donc, donc personne ne le connaissait. Donc ce livre, il l'a écrit, mais Calvin ne l'a jamais lu. Et heureusement. Parce que il fait dialoguer Calvin avec Vaticanus. Vaticanus, ça représente en quelque sorte les papistes. On appelait ça comme ça, les catholiques, c'était les papistes. Et en fin de compte, il montre dans ce livre que les papistes sont plus tolérants que Calvin. C'est une insulte suprême quand même, pour Calvin. Et c'est dans ce livre-là où Castellion va sortir il accuse Calvin, alors il lui dit des choses terribles, il lui dit « Ne vois-tu pas que ton livre ne fait qu'ouvrir la porte à l'universelle persécution ?» Et c'est dans ce livre-là, dans le Contra Libellum Calvini, qu'il dit cette phrase qui est devenue très célèbre, surtout depuis janvier l'année dernière, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois ont tué Servet, ils n'ont pas défendu une doctrine, ils ont tué un homme. » Et c'est de là qu'elle vient cette phrase. Et alors ensuite, il écrit d'autres livres. Il en écrit un qui encore aujourd'hui nous interpelle beaucoup. Il s'appelle « Conseil à la France désolée ». Ce livre-là, Castellion va le sortir en 1562. Alors 1562, ça vous parle? C'est la veille du déclenchement des guerres de religion, 1563-1598. Donc, à la veille des guerres de religion, Castellion publie ce livre, Conseil à la France désolée. Il est publié à Genève, enfin il est découvert plus exactement à Genève, qui à mon avis il est imprimé à Bâle, il est découvert à Genève chez des relieurs, et on le découvre aussi à Lyon.
Et à Lyon, à Genève, donc les calvinistes tombent chez le relieur sur Conseil à la France désolée. Les relieurs sont obligés d'avouer que ce sont 2 libraires qui ont remis ces 2 livres pour les faire relier, et que ces 2 libraires, il y en a un qui est cousin de Castellion. Donc on identifie tout de suite Castellion, parce qu'il n'y a pas de nom d'auteur sur le livre. À cette époque-là, on ne mettait pas de mention d'origine, c'est-à-dire il n'y avait pas le nom de l'auteur, ni la ville d'édition. Ou alors on mettait une ville bizarre, on mettait à Jérusalem, à Amsterdam, sur tous des livres entre le 16e et le 18e, la mention d'origine c'est une ville imaginaire. Donc on découvre ce livre, et quand les protestants lisent ce livre, ils sont horrifiés. Quand les catholiques lisent ce livre, ils sont horrifiés. Pourquoi ? Parce que Castellion, il dit... Alors Castellion, c'est un chrétien quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est un chrétien, c'est un grand croyant. Mais je crois qu'à ce moment-là, il est arrivé à un niveau de réflexion et il le dit dans son livre, il s'adresse aux catholiques d'abord, il s'adresse aux réformés ensuite, il s'adresse aux 2 en même temps, et il leur dit, vous êtes tous des barbares. Vous êtes tous des barbares, vous ne pensez qu'à vous entretuer, et ce n'est pas la bonne solution. Alors évidemment, c'est un appel à la paix, à la veille des guerres de religion. Et un appel à la paix, quand vous avez 2 camps qui pensent qu'à se battre, ça ne peut pas être admis. Donc ce livre est condamné par tout le monde. Il a même été inscrit dans l'index Librorum Prohibitum, c'est-à-dire l'index catholique des livres, les livres interdits de lecture et de possession. Attention, je vous signale quand même que l'index catholique a été supprimé en 1966, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Donc il y a eu quand même pas mal de livres qui sont rentrés dedans. Les livres interdits de possession et de lecture. Bon, les miens ils auraient pu être dedans. Ils sont pas, heureusement. Alors, Castellion, il écrit aussi un dernier livre qu'il a dû écrire en 1562-1563. Ça s'appelle « De l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir ». Rien qu'un nom comme ça, c'est fabuleux. À l'époque, c'est pas possible de dire ça. C'est invraisemblable. À l'époque, on croit ou on croit. Il n'y a pas d'autre solution. Et il faut croire en plus la bonne croyance. Il ne faut pas s'en échapper. Castellion, il écrit ce livre, et dans ce livre-là, lui, il dit il convient de savoir qu'il y a des choses dont il faut douter, d'autres qui sont au-dessus de tous les doutes et qu'il faut croire. De même, il en est, je ne dis pas qu'il faut ignorer, mais qu'il est permis et parfois inévitable d'ignorer. Donc il a quand même une ouverture d'esprit qui est quand même assez exceptionnelle. Et que, je vous dis, il faut bien se remettre dans l'époque. Et puis, il nous donne des clés aussi pour comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Parce que dans la Bible, il y a énormément de choses qui sont incompréhensibles. Tout le monde le dit, même les biblistes. C'est pour ça qu'ils travaillent toujours dessus d'ailleurs. C'est incompréhensible. Castellion dit une chose qui est extrêmement intéressante. Il dit, et d'une manière générale, nous devons garder cette règle. Si quelques passages des auteurs, tant profanes que sacrés, se présentent de telle sorte que si on ne le prend pas au figuré, il serait en contradiction manifeste avec la raison ou les sens, alors il faut le prendre au figuré. Prenez un exemple. Quand dans la messe on dit ceci est mon sang, si vous faites appel à la raison, c'est pas le sang, c'est pas vrai. Donc il faut le prendre au figuré. Et à l'époque, nous aussi, aujourd'hui, nous on est d'accord avec ça, mais à l'époque c'était pas possible. Quand on disait ceci et c'est ceci, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc c'était très clair. Donc toute la vie de Castellion, en fin de compte, elle se décompose en quelques périodes. Vous avez de 0 à 20 ans, bon, c'est un jeune homme, il est certainement resté dans le coin, là. Alors je ne sais pas comment il a fait pour se cultiver, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque. Il y avait des curés dans les villages, mais bon, ils n'avaient pas beaucoup de livres. On est en 1515, donc il y avait peu de livres. Il y avait quelques seigneurs qui pouvaient en avoir, mais bon, c'était quelques dizaines de livres, ça allait pas au-delà. Donc il a quand même réussi à se cultiver. Et on le retrouve à 20 ans à Lyon. Donc deuxième période de sa vie, de 1535 à 1540, il va donc faire ses études. Et là, il devient vraiment un intellectuel exceptionnel. Ensuite, il part à Strasbourg, puis rejoint Genève, jusqu'en 1554. Donc cette période-là, on peut dire que Castellion,
Il est à la fois intellectuel, pédagogue, traducteur. Ensuite, il se retrouve à Bâle, en Suisse, et là, il va être professeur de grec, traducteur, écrivain. Et à partir de 1553 jusqu'à 1563, pour moi, Castellion, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui va se battre pour défendre l'idée de tolérance, pour défendre la liberté de conscience, et il esquisse aussi dans le contrat contre Calvin la séparation de l'Église et de l'État. Alors à l'époque, il dit pas de l'Église et de l'État, il dit la séparation de l'Église et du magistrat. C'est-à-dire qu'il dit le pasteur s'occupe des âmes et le magistrat, c'est-à-dire le maire ou les pouvoirs civils, s'occupe, lui, des citoyens. Voilà. À l'époque, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Hein. On n'est pas du tout dans cette optique. Alors, à Genève, c'est un semblant de démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des élections. Mais bon, ils sont un peu frelatés, on l'a vu. Calvin va totalement frelater les élections dans les années 1550 en faisant nommer bourgeois tout un tas de Français qui n'étaient pas genevois pour avoir le vote acquis pour lui. En France, c'est pas du tout le cas. En France, la religion catholique, elle a l'Inquisition à son service. Donc c'est la religion qui décide des sentences et qui ordonne l'exécution des sentences. Hein. Castellion, lui, il est plutôt en Suisse, donc il raisonne comme les Suisses. Et il dit quand même, le magistrat s'occupe des affaires civiles, le pasteur s'occupe des affaires religieuses. On ne mélange pas les deux. Et ça, à l'époque, c'est totalement nouveau. Il a fallu attendre 1905 en France pour que ça existe. Hein. Donc vous voyez l'écart qu'il y a plusieurs siècles quand même. Hein. Alors, ce que je peux faire, c'est comme vous voulez. Soit on peut faire un petit... je peux vous parler un petit peu du monument de Saint-Martin, si vous voulez, ou je continue un peu comme vous voulez, un petit peu. Il y a des traces de lui à Saint-Martin. Oui, Nous sommes la municipalité de Saint-Martin je vais en parler. Oui, il y a des traces et on fait tout ce qu'il faut pour que ces traces existent et que ça se sache. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Castellion est mort le 29 décembre 1563 à Bâle. Il était complètement ruiné physiquement, moralement. Il souffrait. Alors on ne sait pas de quoi il souffrait parce que apparemment il buvait que du lait. Donc, il y a peut-être des problèmes d'estomac, mais il était complètement à bout, usé. Il a été, je pense qu'il serait mort sur le bûcher s'il n'était pas mort de mort naturelle, parce que les calvinistes avaient intenté énormément de procès contre Castellion, et à la fin, Castellion était épuisé, mais il n'empêche qu'il avait encore un ressort incroyable, parce que je vous ai dit qu'il avait appris donc le français, le grec, le latin, l'hébreu, l'italien. Et en plus, il avait répondu au magistrat bâlois, puisqu'il parle en allemand à Bâle. Si vous y allez un jour, vous verrez, il n'y a pas de doute. Hein. Vous pouvez parler en n'importe quoi, ils ne vous répondent pas. Donc, il a dit au magistrat bâlois, il n'y a aucun problème, je vais apprendre l'allemand pour me défendre. Juste avant de mourir. Donc, il avait encore du ressort. Hein. Et il a appris l'italien, que j'oubliais, parce qu'un de ses amis lui avait demandé de traduire ses œuvres, et il a appris l'italien pour traduire. Donc, intellectuellement, ce sont des hommes qu'on n'arrive pas à imaginer ça aujourd'hui, parce que il est mort à 48 ans, mais à 25 ans, il maîtrisait déjà, il avait une culture absolument encyclopédique, et avec les moyens de l'époque. Hein. Donc, fabuleux. Alors, je ne sais pas si vous imaginez prendre des textes en hébreu, en grec, en araméen, en arménien, et etc., des dialectes aussi de Palestine, apprendre tout ça pour arriver à en sortir quelque chose avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire un crayon à papier et un bout de papier, c'est tout, rien d'autre, hein. Pas de dictionnaire, pas d'ordinateur, rien. C'est intellectuellement, on a un peu de mal aujourd'hui à s'imaginer que ce soit possible. Alors on va à Saint-Martin. Alors, en 1868, donc vous imaginez, Castellion est mort depuis très longtemps. Et Castellion, personne n'en a jamais entendu parler. Il y a eu quelques petites choses. On n'a quasiment rien écrit sur Castellion. Hein. Il y a 4 livres qui existent, hein, qui ont écrit sur Castellion. Castellion en a écrit 4 ou 5, lui, qu'on connaît bien, qu'on a retrouvé.
Mais sur Castellion, il n'y a pratiquement rien eu. Donc ce qui fait que il est tombé dans l'oubli. Et en 1868, on a un monsieur qui s'appelle Edmond Chevrier, qui était de Bourg-en-Bresse. Edmond Chevrier, c'est un protestant. Il était président de la Société littéraire. Et lui, en 1868, il imagine, il dit, mais pourquoi dans le département de l'Ain, on n'a rien qui nous rappelle la mémoire de Castellion? Et dans un livre qu'il a publié en 1883, il dit, le département de l'Ain s'honorerait en élevant à Saint-Martin-du-Frêne une statue ou même un simple buste à l'apôtre de la tolérance. Donc, on savait quand même déjà quelques petites choses sur Castellion. Alors, où est-ce qu'il l'avait trouvé à cette époque-là? Je ne sais pas. En tout cas, il le dit, mais voilà, ça reste lettre morte, plus personne n'en parle. Et en 1892, il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est que Ferdinand Buisson, alors Ferdinand Buisson, vous connaissez, c'est quelqu'un d'absolument considérable, prix Nobel de la paix en 1926, c'est lui qui est l'architecte des lois laïques en France, c'est lui qui a écrit en 1892 une thèse, sa thèse de doctorat sur Ferdinand Buisson. Et aujourd'hui, ça reste encore, sur Castellion, pardon, et ça reste encore aujourd'hui le livre incontournable pour tous ceux qui veulent travailler, rechercher, approfondir Castellion. Il faut passer par Buisson, on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Donc, et on a un petit journal que vous connaissez peut-être qui s'appelle L'Abeille du Bugey et du Pays de Gex, qui était un magnifique journal à l'époque, et qui dit, dans une de ses éditions, eh bien, il reste quelque chose à faire. Il appartient aux enfants de payer les dettes de leurs aïeux. Castellion n'est plus un inconnu. Allons, messieurs les conseillers de Saint-Martin, un bon mouvement, mettez en votre maison commune ou en votre salle d'école une plaque de marbre qui rappelle le nom et les œuvres de votre illustre concitoyen. Et malheureusement, 1892, ça tombe encore aux oubliettes, on n'en parle plus. Il faut attendre 1904 pour que l'Abeille du Bugey se mette à publier 16 articles de suite. 16 articles sur le même thème, Sébastien Castellion. C'est totalement invraisemblable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a un homme qui apparaît qui s'appelle Auguste Sangissan. Et Auguste Sangissan, c'est un instituteur qui est à Chamoise, c'est un hameau de Saint-Martin. Et Sangissan connaît la thèse de Buisson, c'est un instituteur. Et Buisson, il a dédié son prix Nobel plus tard aux instituteurs, ses fils spirituels, donc il y avait une vraie proximité. Et à ce moment-là, Sangissan fait un comité, le comité d'érection du monument, et il va se lancer dans un vrai combat, et il utilise l'Abeille du Bugey pour faire passer tous les messages. 16 articles de suite. Et là, ça déclenche quelques petites réactions, évidemment, parce que il y a toujours eu des gens, on ne sait pas pourquoi, mais on a eu quelques explications il n'y a pas longtemps, il y a eu des gens dans la région de Saint-Martin-du-Frêne qui étaient contre Castellion, on ne sait pas pourquoi, mais ça date sûrement d'une période, début du XXe siècle, où on a considéré que Castellion était parti à la Réforme, donc les catholiques, pour eux, c'était un traître, donc il n'y avait aucune raison que les catholiques s'occupent de Castellion. Donc, ceux qui voulaient mettre Castellion en avant, ce n'étaient pas des protestants à l'époque, c'était des radicaux socialistes, des francs-maçons, dont Sangissan faisait partie, avec Alexandre Bérard notamment, qui a été conseiller général, député, sénateur et ministre dans l'Ain, et c'est eux qui ont voulu faire ce comité. Donc au début, c'est une affaire de radicaux socialistes et de francs-maçons. Et puis, rapidement, donc, il y a une opposition qui apparaît, et on a par exemple monsieur Levrat, qui est le maire de Saint-Martin à l'époque, qui dit « Castellion est un être légendaire, une sorte d'Homère inconnu à Saint-Martin. » Et il s'oppose au monument. Et il dit « Conseil municipal, c'est pas notre problème, Castellion, on ne connaît pas. » Bon, je pense que la municipalité devait certainement être côté catholique. D'autant plus que Levrat prend une référence. Il dit, Jarin, donc l'écrivain bressan, il dit, Jarin dit que Castellion est né à Saint-Martin-du-Frêne, ce qui est vrai, et lui il dit, mais Feller dit le contraire. Et Feller, c'est qui? C'est le fameux dictionnaire de Feller. Et Feller, c'est qui? C'est un jésuite qui était totalement opposé aux protestants. Donc, le dictionnaire de Feller, c'est un dictionnaire qui est qui est pas très objectif. Et Levrat
le maire de Saint-Martin qui prend un dictionnaire comme ça comme référence, c'est quand même un peu suspect. Hein. Enfin bref, de toute façon, eh bien en 1904, ça fait pareil. Ça déclenche quelques campagnes dans la presse réactionnaires. Et puis on dit par exemple, on souhaite que la phalange radicale socialiste nantuassienne fasse décerner très prochainement les palmes académiques à son historien, donc c'est Sangissan, et ce, sans imposer à notre commune le vote d'une subvention en faveur d'un monument à ériger en faveur d'un inconnu. Donc là, la porte se ferme, circulez, on ne veut pas de Castellion. Bon, ça dure depuis 1868 quand même. Et en 1911, il se trouve que Ferdinand Buisson vient à Bellegarde-sur-Valserine. Le sous des écoles va inviter Ferdinand Buisson à faire une conférence qui s'intitulait « La France de demain ». On pourrait la ressortir aujourd'hui, hein, on aurait les mêmes problèmes. Et Buisson fait une conférence. Alors évidemment, il y a tous les instituteurs de la région qui sont là pour écouter Buisson, parce que c'est un personnage absolument considérable, Buisson, hein, dans l'histoire de France. Et là, il y a Sangissan qui lui dit « Mais dites donc, monsieur Ferdinand Buisson, avec Castellion, on n'y arrive pas. » Et Ferdinand Buisson déclare dans l'abeille du budget « Eh bien, je reprends le comité et je vais m'en occuper. » Et Buisson, il est parlementaire aussi. Il était député de la Seine. Donc Buisson, il va solliciter ses amis, Alexandre Bérard, qui est ministre, Baudin, Nicolet, qui est député, enfin, tous ses amis qui sont tous dans la mouvance radicale socialiste. Hein. Et il va les solliciter. Alors, est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou pas ? Je n'en sais rien. Je n'ai rien trouvé de concret. Mais en tout cas, ils ont fait monter un petit peu la pression. Et résultat, en 1926, eh bien, les choses évoluent. En juillet 1925, le conseil municipal de Saint-Martin décide d'acheter les 2 livres de Buisson. Vous imaginez un peu le pas en avant. Le livre est sorti en 1892. En 1925, on décide d'acheter les 2 livres de Buisson. Alors, entre nous, ils ont bien fait, parce qu'en 1930, ils ont tous été détruits. Parce que comme c'est un bon livre, il ne s'est pas vendu. On en retrouve encore chez les bouquinistes, mais c'est rare. Mais il est passé au pilon, ce livre. Hein, c'est quand même incroyable. Et puis, le 20 décembre, la municipalité, donc qui a pris le temps de lire quand même le livre, et qui a trouvé que, bon, effectivement, Castellion, c'était quand même un personnage incroyable pour un petit village comme ça, il dit, eh bien écoutez, on est d'accord, on va mettre une plaque dans la mairie. Ça, c'est en juillet. Et puis, un petit peu plus loin, ça c'est en décembre, pardon. Et en juillet 26, alors là, tout change. On parle, dans le procès-verbal du conseil municipal, d'un monument de 7 tonnes. Et en septembre, effectivement, Saint-Martin-du-Frêne va inaugurer le monument de Sébastien Castellion, cette fameuse stèle qui était au bord de la route nationale jusqu'en 2011 et qui a été transférée en 2011 sur la nouvelle place de Saint-Martin. Et là, en 1926, vous avez un événement considérable et qui est un événement mondial. C'est qu'on a des gens qui viennent du monde entier pour assister à cette inauguration. On a le professeur Bainton qui nous vient des États-Unis, il vient du Connecticut pour ça. On a des Suisses, des Hollandais, des Allemands. J'ai retrouvé la liste de tous ceux qui étaient là. Il y a vraiment des gens de toute l'Europe et des États-Unis qui sont venus pour ce monument. Le PLM, le train, avait affrété un train spécial pour venir. La Ligue des droits de l'homme s'est mobilisée. L'Union des libres croyants hollandais se sont mobilisés avec Étienne Girand, qui est un homme considérable aussi, Girand. Et donc il y a eu un événement absolument incroyable. Et à cette époque-là, le comité a eu l'intelligence de sortir 2 tout petits livrets dont on a conservé quelques traces. Hein. Bien sûr, maintenant il n'y en a plus guère. Mais on a retrouvé, ce qui fait qu'on a conservé tous les discours de l'époque. Donc ils ont été republiés là, dans le premier livre que j'ai fait sur le monument, parce que ce sont quand même des textes extrêmement importants, des textes de base. Et on a eu évidemment une cérémonie grandiose. Hein. Alors, on dit dans les comptes rendus que le Cerdon a coulé à flot, qu'il y avait des banquets. À l'époque, ils aimaient les banquets. Il y avait des banquets gargantuesques. Donc il y a eu vraiment une fête fabuleuse. Et puis là, évidemment, il y a eu des réactions hostiles, hein, parce que la presse a fait des comptes rendus en disant qu'il n'y avait personne, que
On est venu goûter l'éloquence creuse et bruyante d'une dizaine d'orateurs. Enfin, ça a été vraiment des comptes rendus à charge extrêmement peu honnêtes, mais vraiment peu honnêtes par rapport à ce que la réalité que l'on connaît. Hein. Et puis, il y a eu une charge très violente contre Étienne Girand, parce qu'Étienne Girand est un pasteur hollandais qui, moi, j'ai jamais trouvé que ses discours étaient orientés contre la religion catholique, mais les catholiques ont très mal pris ce qu'il a dit. Pourtant, je n'ai pas trouvé. En revanche, la presse réactionnaire, la presse de droite, s'est vraiment fâchée contre Nicolet, le député de Nantua, parce que alors lui, il n'y allait pas avec le dos de cuillère. Hein. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait, et c'était un peu saignant. Hein. Mais les autres lui ont bien dit aussi ce qu'il fallait ensuite. Donc ce qui fait qu'on a eu des réactions assez négatives suite à cette inauguration. Et tout ça, ça s'est traduit aussi dans des petits bulletins qu'on a retrouvés il n'y a pas très longtemps, les bulletins paroissiaux qui s'appellent l'écho paroissial de Saint-Martin ou l'écho paroissial de Brion. Et là, c'est le curé de Saint-Martin qui éditait une toute petite plaquette. Alors, de temps en temps, c'était très sympathique, c'était très humoristique, il y avait des petits dialogues, des petites choses très amusantes. Et avec de la culture quand même, c'était un homme intéressant. Et puis de temps en temps, vraiment des charges insupportables d'intolérance contre Castellion, contre le protestantisme, contre l'armée du salut, contre la franc-maçonnerie, enfin, contre les radicaux socialistes, enfin, tout y passait. Hein. Mais pas toujours, mais de temps en temps, il se déchaîne un petit peu. Hein. Et il dit des choses, par exemple, il dit l'esprit de tolérance. Oui, ça aussi, c'est important pour comprendre quand même la mentalité. Et puis, ce petit clivage qu'on a pu connaître à Saint-Martin à une époque, mais ailleurs aussi. C'est dans le petit opuscule de l'Église catholique. L'esprit de tolérance, en effet, met sur un pied d'égalité la vérité et l'erreur, sous prétexte que la vérité est inconnaissable en matière de religion. En fait, la neutralité n'est guère observée en France surtout. La paix et l'accord peuvent régner entre les libres penseurs et les libres croyants parce qu'ils luttent contre l'Église catholique. Vous voyez, il se pose systématiquement en victime. La franc-maçonnerie et le protestantisme font bon ménage dans le monde. Les sermons laïques des pasteurs progressifs sur l'effort humain, l'idéal, le progrès, la beauté sont totalement expurgés de l'idée chrétienne. C'est assez grave quand même, parce que si l'idée chrétienne ne doit pas parler de progrès, de beauté, d'idéal, je ne sais pas de quoi il voulait parler à l'époque, mais c'était assez méchant. Et puis de temps en temps même, il nous disait des choses assez terribles. Il disait, voilà, pour Nicolet il ne l'aimait pas, hein, mais ça se voit, un banc pour le député Nicolet, l'enfant terrible de la journée. On l'attendait à l'œuvre, et il a mis les 2 pieds dans la vaisselle. Le citoyen Nicolet, socialiste, voisine avec le communisme, dont les emblèmes sont la faucille et le marteau. Nous ignorons si M. Nicolet adopte comme emblème la faucille, mais à coup sûr, il peut faire peindre le marteau dans ses armoiries. Il y avait de l'ambiance quand même. Hein. Nous avons le droit de dire que cette fête de la tolérance n'est qu'une réclame pour la franc-maçonnerie et les sociétés de libre pensée. La fraternité pour tous, cette devise de M. Buisson ne la réalisera pas encore aujourd'hui. Et puis, j'ai trouvé un truc assez sympathique, parce qu'il y avait quand même des trucs sympathiques. En 1927, il y a eu beaucoup de neige à Saint-Martin-du-Frêne, et sûrement dans la région. Et le curé dit dans son petit bulletin, il dit « Les gosses en ont profité pour élever un monument de neige à Sébastien Castellion. Il durera moins longtemps que l'autre. » Donc vous voyez, on sent quand même que ce monument, il contrarie un petit peu. Donc ce monument, il a été inauguré en 1926. De 1926 à 1942, il ne s'est rien passé. Le monument est resté tel quel. Donc un socle de granit de 7 tonnes avec ce buste. Et en 1942, malheureusement, la guerre est arrivée et on avait besoin de métal. Donc tous les bronzes, toutes les statues du département sont passées au Cubilo. On a tout fondu. Donc le buste de Castellion est passé à la fonte, ainsi que le buste de Baudin, de Piquet, de Francis Calombert, de Xavier Bichat, etc., etc. Tout y est passé.
Donc le buste s'est retrouvé, le monument s'est retrouvé sans plaque. Il y avait uniquement le bloc de granit de 1942 à 1953. Et en 1953, deuxième événement international qui se passe à Genève, le Congrès international pour la tolérance. Donc là, on a des délégués du monde entier, plus de 200 délégués du monde entier, qui viennent à Genève pour parler de tolérance. Et dans le programme du Congrès international pour la tolérance, dont j'ai retrouvé le programme il y a à peu près un mois, il est bien prévu qu'il y a un déplacement de prévu à Saint-Martin-du-Frêne. Et effectivement, je l'avais écrit, mais je n'en avais pas l'original, les congressistes sont venus à plus de 200 depuis Genève, une après-midi, à Saint-Martin-du-Frêne, pour mettre une nouvelle plaque. Donc la première plaque, elle est toute petite, c'est celle-là, qui a disparu, qui n'existe qu'en photo, et la seconde qui existe encore aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc c'est le Congrès international pour la tolérance, et ce sont les protestants libéraux de Genève qui ont choisi le sculpteur, qui ont payé la sculpture, et qui sont venus la déposer, l'inaugurer, etc. Donc il y a eu un deuxième événement extrêmement important à Saint-Martin en 1953. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la municipalité de Saint-Martin a entretenu ce monument, il a toujours été entretenu correctement. Malheureusement, il était au bord de la route nationale, donc on ne pouvait pas s'arrêter, mais il avait au moins le mérite d'être là et d'exister. Je vous rappelle que c'est quand même le seul monument au monde qui existe, à la mémoire de Castellio. Et en 2011, la municipalité, dans la perspective du 500e anniversaire que l'on a fêté en 2015, là en juin, a déplacé le monument sur une nouvelle place où on a pu donc faire les cérémonies du 500e anniversaire. Donc le monument a été déplacé à l'identique, donc le grand monolithe de granit avec sa plaque a été déplacé là-bas. Donc il a été inauguré une troisième fois en 2011 par M. Turc, le maire de Saint-Martin. Et puis en 2015, donc, nous avons fêté les 500 ans de Castellion, donc à Saint-Martin. Et à cette occasion, il y a eu une grande exposition. Il y a eu 3 conférences importantes, dont au moins 2 qui sont très bonnes. La mienne, je ne me permettrai pas de la qualifier. Mais toutes ces conférences seront publiées dans quelques mois dans un nouveau livre, justement, ce livre souvenir du 500e anniversaire. Et on a eu un autre événement en 2015 qu'on peut signaler, c'est à Vendeuvre, banlieue de Genève. Pourquoi Vendeuvre ? Parce que les Genevois sont toujours aussi têtus qu'au XVIe siècle. Le pasteur de la cathédrale Saint-Pierre de Genève souhaitait qu'il y ait un buste de Castellion à Genève, puisque Castellion a été régent du collège de Genève. Malheureusement, au bout de, 10 ans peut-être de palabres avec les autorités genevoises, c'est un non catégorique. Il n'y aura pas de buste de Castellion à Genève. Castellion ne fait pas partie des réformateurs, donc on n'en veut pas. Sauf que Castellion a été prédicateur laïque à Vendeuvre. Vendeuvre, c'est une petite commune à côté de Genève, sur les bords du lac. Et Castellion allait, en sortant de son école, de son collège, il allait à Vendeuvre pour porter la parole. Il n'était pas pasteur, mais comme il avait l'érudition, il parlait de protestantisme aux fidèles de la paroisse de Vendeuvre. Et la municipalité de Vendeuvre, en 2015, a accepté que l'on pose un buste de Castellion devant le temple de Vendeuvre. Et ce buste, nous l'avons inauguré en mai 2015. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 2 monuments au monde. Un, Saint-Martin-du-Frêne de 1926, et un second, 2015, en Suisse. Mais ailleurs, Strasbourg, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Bâle, alors surtout pas. Lyon, où Castellion a quand même fait ses études, on n'en parle pas non plus. Donc, si vous voulez, on s'aperçoit quand même que, et c'est un petit peu pour ça que j'adore venir comme ça dans un petit village, parce que les petits villages vont quand même souvent plus vite que les grandes villes pour agir. Parce que quand on regarde les grandes villes où Castellion est passé, Lyon, Strasbourg, Genève, Bâle, eh bien il n'y a rien. Et Saint-Martin-du-Frêne, il y a quelque chose. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, avant de vous laisser la parole, et si vous aviez des questions éventuelles ou des précisions que vous souhaitiez avoir, je voudrais dire que
ce qui me paraît, moi, le plus important chez Castellion, son parcours est intéressant, certes. Quand on s'intéresse à Castellion, quand on lit vraiment la vie de Castellion, automatiquement, on est pris de sympathie pour ce garçon, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. On a envie de lui ressembler quand même à un moment donné. On a envie d'être comme lui, d'avoir cette exigence morale, cette droiture, cette fermeté. On a envie d'être comme lui. On aimerait voir son cerveau aussi, parce que ça doit quand même être agréable de pouvoir lire autant de choses et de s'en rappeler. Bon, mais ce qui me paraît, moi, le plus important, c'est que Castellion, c'est vraiment celui qui a toujours opposé la liberté à l'autorité, la douceur à la violence, et puis l'esprit à la lettre. Toujours l'esprit à la lettre. Alors, il a une pensée qui est très originale pour son époque, mais elle n'est pas si décalée que ça, parce que la pensée de Castellion, elle se base sur la conscience et sur la raison. C'est-à-dire Castellion, il dit, moi, je fais confiance à ma conscience et à ma raison pour raisonner. Et j'ai mon avis, j'ai le droit d'avoir mon avis. Et si j'ai le droit d'avoir mon avis, je reconnais à l'autre le droit d'avoir son avis. Donc c'est là-dessus qu'on va bâtir le concept de tolérance. Alors évidemment, la tolérance dont on parle, cette tolérance du XVIe siècle, elle n'existe pas. D'ailleurs, le mot n'existe pas. Le mot tolérance n'est jamais prononcé par Castellion, il n'existe pas. Mais l'idée de tolérance, il la développe. Mais cette idée-là, c'est pas la nôtre. Parce que dans la tolérance, il y a le toléré, et puis il y a celui qui tolère. Et celui qui tolère, il peut ne plus tolérer. Donc, il n'y a plus de tolérance. Nous, on a rajouté, à partir de la Révolution, la liberté. La liberté, on veut être libre. C'est-à-dire que si je suis libre, je peux penser comme je veux. Je n'ai pas besoin d'être toléré. Et c'est vraiment Castellion qui est à la base de cette construction qui part donc de l'idée de tolérance au XVIe siècle, qui va s'enrichir avec la Révolution française, et puis avec les concepts républicains par la suite. Alors Castellion, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, c'est un croyant, c'est un chrétien, je pense que c'est un grand croyant, mais c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau de réflexion, quand il écrit « Conseil à la France désolée » en 1562, il arrive à un niveau de conscience où il dit « Je suis croyant, mais ma croyance, elle est intime. Je ne l'impose à personne. » Et c'est pour ça qu'il va condamner autant les catholiques que les protestants. Parce que pour lui, de l'instant où un croyant veut imposer sa foi, sa croyance, il est plus, selon les critères de Castellion, il est plus dans une norme raisonnable. Pour Castellion, c'est un écart. Donc lui, c'est vraiment la pensée humaniste, et il le dit d'ailleurs dans Conseil à la France désolée, il dit « Apprenez de vos propres consciences à ne forcer celle d'autrui ». Donc ça veut dire que lui, il a bien compris que la croyance, c'est de l'intime, ça n'a pas à interférer dans la sphère publique. Et c'est pour ça que dans le Contra Libellum Calvini, il dit bien « Le pasteur s'occupe des âmes et le magistrat s'occupe du civil ». Il distingue les deux. À l'époque, personne ne pouvait le comprendre. Voilà, donc je crois que j'espère vous avoir présenté Castellion d'une manière pas trop rébarbative. Quand j'ai écrit mon dernier livre sur Castellion, qui est sorti fin octobre, il est sorti fin octobre, et puis j'avais écrit, c'est marqué en dernière page, « Les tragiques événements de janvier 2015 à Paris, pour ne citer que, nous font redouter que les riches heures du siècle des Lumières ne soient anéanties avec ce qui pourrait bien amener un siècle de ténèbres. Ne voit-on pas ressurgir les mêmes pratiques barbares qu'au XVIe siècle, le retour de la violence religieuse, la négation du principe d'humanité, les châtiments infligés et la destruction des autres cultures. Cette civilisation des Lumières dont on peut avancer que la pensée de Castellion la précède pour ce qui relève de la tolérance, de la liberté de conscience et de la séparation du religieux et du politique, reste d'une grande fragilité. Castellion nous invite à ne pas renoncer. » Et 13 jours après, vous savez ce qui s'est passé. Merci beaucoup.
À quel moment tu as découvert Castellion, toi? Oh, Castellion, Comment ça t'est venu? Comment ça m'est venu? Oh, ça tombe pas par hasard, ces choses-là. J'appartiens à un groupe d'amis et nous avons fondé une association dont l'objectif est de promouvoir la liberté de conscience et le pluralisme des idées. Et puis on cherchait un nom. Et puis il y en a un parmi nous qui est tombé sur un article où on parlait de Castellion. Et on a choisi ce nom-là parce que l'article nous a emballés. Et donc on a choisi ce nom. Et puis moi je me suis intéressé dessus. J'ai travaillé dessus. Et puis le hasard de ma vie professionnelle a fait que j'ai été muté à Oyonnax. Ce qui fait que je suis passé 3-4 fois devant ce monument. Et puis je me suis dit, on connaît rien de l'histoire de ce monument. On connaît rien. Donc j'ai cherché. Et puis j'ai trouvé quelque chose qui... Je suis tombé tout de suite sur un article qui était un article contre le monument. Alors après j'ai continué. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et puis ces mêmes amis m'ont dit, il faut en faire un livre. Donc voilà. Et après, le virus a pris. C'est parti. Voilà. Merci. Est-ce qu'on connaît l'origine sociale de Castellion sur l'état civil Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1515, il n'y a pas de registre d'état civil, d'abord. Il y a très peu de registres paroissiaux. Ferdinand Buisson dit que son père était probablement un paysan honnête et laborieux. Et il nous dit même, je ne sais pas si je vais retrouver la page, il dit même que son père, son père, son père avait dit à ses enfants quelque chose d'assez intéressant. Mais le problème, c'est que je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit ça. C'est la question piège. Hein. Non, je vais vous le dire. J'ai pas pris le Buisson là. Il dit ou pendre ou rendre, ou les peines d'enfer attendre. C'est-à-dire que le père de Castellion était un paysan honnête et laborieux, d'après Buisson, et il avait appris à ses enfants que le vol et le mensonge, c'était quelque chose de tout à fait à prohiber, et donc il leur répétait cette petite phrase, ou pendre, ou rendre, ou les peines d'enfer attendre. Voilà. Mais fils de paysan, comment a-t-il appris à lire? Alors, il y a une chose dont je n'ai absolument aucun doute, c'est que Castellion, c'était une mémoire prodigieuse, une intelligence exceptionnelle et une capacité de travail invraisemblable. Ça, c'est sûr. Et je pense que Castellion, très tôt, il a été repéré. Il y avait un curé automatiquement. À l'époque, il a été repéré, alors soit par le curé, soit par le noble du coin, mais il a été repéré. Et un garçon aussi intelligent que ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de lui donner de la matière. Mais oui, mais on n'a aucune... Sur 1515, 1535, il n'y a rien. C'est clair. Et comment on sait qu'il est né à Saint-Martin-du-Frêne? Alors, on sait qu'il est né à Saint-Martin-du-Frêne, figurez-vous, parce que dans les registres du Petit Conseil de Genève, eh bien, on a la trace. Nous avons, dans le registre du Conseil de Genève, du 5 avril 1542, il est marqué « Suivant admission du régent de nos escoles, maître Bastien de Chastillon de Saint-Martin-du-Frêne ». Il est né à Saint-Martin. C'est marqué dans les registres. Quand il est arrivé à... Et là, on a la trace. On a vraiment la trace. Parce qu'il y a eu beaucoup de controverses. Il y en a qui ont dit qu'il était à Saint-Martin de Michaille, à Saint-Martin des Allobroges, à Saint-Martin, etc., etc. Et puis non, c'est bien Saint-Martin-du-Frêne, il n'y a pas de doute. Et lui-même l'a écrit. Et dans le Conseil de Genève, c'est marqué. Donc, mais si, je vais vous trouver là. Castellion a dit une seule chose sur son père. Il a dit « Mon père avait par-dessus tout horreur de deux choses, le vol et le mensonge, et il nous l'inspirait. Aussi avions-nous à la bouche dans mon enfance ce proverbe de notre langue maternelle, ou pendre ou rendre, ou les peines d'enfer attendre. » Voilà. Ah bah j'ai une bonne mémoire aussi. Hein. Oui. Votre exposé, vous avez utilisé le mot de vaudois. Oui.
Qu'est-ce qu'on entend par vaudois? Alors, les Vaudois, c'est à l'époque, si vous voulez, au XVIe siècle, on a tendance, comme je l'ai fait, à dire d'un côté, il y a les papistes, c'est-à-dire les catholiques, de l'autre côté, les réformés, c'est-à-dire les protestants. Mais en réalité, c'est 1000 fois plus compliqué que ça. Il y a tout un tas, on appelait ça des sectes à l'époque, des mini-églises, des micro-églises. Donc on se trouve à 4 comme ça y est, on fait notre secte, puis on fait notre truc, on pense ce qu'on veut, on imagine. Et là, il y en a partout des trucs comme ça. Servet en est un exemple, c'est ce qu'on appelle un prédicateur errant. Donc il y en a beaucoup. Et les Vaudois, Pierre Valdo, c'est un Lyonnais du XIIe siècle qui avait bâti son système, bâti sur une extrême pauvreté. Et les Vaudois ont été chassés et ils se sont réfugiés dans les Alpes et dans le Bugey. Et il y avait beaucoup de Vaudois dans le coin là. Et notamment à Saint-Martin-du-Frêne, je crois que dans les années 1300, il y a eu même des excommunications de masse à Saint-Martin-du-Frêne. Et je pense que c'était des Vaudois, oui. Il avait un peu une mentalité vaudoise, Castellion, dans le sens où c'était quelqu'un qui préférait la pauvreté à l'opulence. C'est pour ça qu'il a beaucoup critiqué les pasteurs de Genève en 1544. Il vivait très chichement. Il avait un petit côté vaudois quand même. Alors maintenant, dire qu'il l'était ou pas, on ne peut pas le dire, franchement on ne peut pas. C'était un mouvement un peu proche du catharisme ou des choses comme ça? C'était un peu c'est plus proche du catharisme que du papisme, ça c'est sûr, oui, ce sont des mouvements. Alors ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller à Genève au musée de la Réforme, parce que dans les sous-sols, il y a l'arbre du protestantisme. Alors quand je dis l'arbre, c'est un poireau à l'envers, c'est-à-dire que vous avez un tronc, ça part dans tous les sens. Et ça part vraiment dans tous les sens. Il y a un nombre de mouvements religieux absolument incroyables. Et dans les années 1535-1550, il y en a, mais c'est incroyable. Vous verrez si vous regardez, si vous vous intéressez au livre, en Hollande, il y a les remontrants, il y a les anabaptistes, il y a tout un tas de sectes, d'églises. Enfin, j'aime pas bien le mot secte parce que ça, aujourd'hui, c'est une mauvaise connotation, mais à l'époque, secte, ça veut dire église. Il y a énormément de petites églises comme ça qui naissent, qui apparaissent, qui se séparent, qui se regroupent. C'est l'histoire j'oserais dire, c'est l'histoire de l'humanité. Tout se sépare à un moment donné. Ça donne des branches qui se séparent, qui se rejoignent, qui disparaissent. D'autant plus que pour les protestants, une des notions de base, un des principes de base, c'est le libre examen. Voilà. La libre interprétation. Alors, il suffit qu'un type qui a une personnalité un peu forte voit quelques différences dans l'interprétation de la Bible par rapport aux gens de l'Église à qui il appartient. Ça y est, il crée une branche dissidente. Oui, c'est exactement ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, et qui est très important, c'est que Castellion a écrit une Bible en français aussi. Il a traduit la Bible en français, et à l'époque, c'était en 1555, il a traduit la Bible en français, toujours dans le même souci de rendre le texte justement accessible à tous, de manière à ce que chacun puisse se faire sa propre opinion et son propre examen. Donc les dialogues sacrés, c'était latin-français pour les enfants, la Bible en latin pour les lettrés, et la Bible en français pour le peuple. Et là, Castellion il a carrément inventé une langue qui est la langue française. L'accent circonflexe, il vient de là. C'est Castellion qui a commencé par écrire le ST qui va devenir l'accent circonflexe. Il a inventé une ponctuation et une syntaxe particulière. Il y a un chercheur qui s'appelle Karine Scupian-Decans qui vient de faire un livre entier sur la syntaxe de la Bible de Castellion. Pour vous dire jusqu'où il avait été. Et ces deux Bibles donc ont été critiquées parce que Castellion a inventé un langage pour que tout le monde comprenne. Par exemple, il ne dit pas holocauste, parce que le peuple, il ne sait pas ce que c'est qu'un holocauste. Donc il dit brûlage. Ben oui, ça brûle, voilà, brûlage. Donc tout le monde a critiqué, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il écrit comme aigueux. Tout le monde l'a critiqué. Sauf que cette Bible, en français, a été publiée en 1555. Naturellement, il en reste 22 exemplaires dans le monde. Et elle est tellement bonne, qu'elle a été rééditée par Bayard, l'éditeur catholique, en 2005. C'est vous dire, quand même. Donc, un écrit qu'on a voué aux gémonies pendant 5 siècles, vous vous rendez compte, rééditer une Bible aujourd'hui,
alors qu'il y en a des rayons partout. On a réédité la Bible de Castellion. Et la Bible en latin, je suis tombé sur une Bible en latin par hasard de 1554. Par hasard. C'est un moment d'émotion extraordinaire parce que je ne m'y attendais pas. Je fouille, c'est ma passion, dans les bibliothèques, et dans un fond qui n'avait pas été fouillé dans une bibliothèque, je cherchais autre chose. Et je tombe là-dessus et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette référence ? Je demande donc à la bibliothécaire de me sortir ce truc, et elle m'amène un in-folio. Donc, un in-folio, c'est comme ça, épais comme ça, parfait état. Je l'ouvre, Bastian Castellion. La Bible de 1554, en parfait état. En parfait état. Avec une impression, mais on n'en fait plus, on ne sait plus faire ça. C'est de la typo, hein. Aujourd'hui on fait des impressions offset, ça n'a rien à voir. Mais ça, dans 100 ans, ils n'existeront plus ces livres, ils vont partir en petits morceaux. Alors que les livres qui ont 5 siècles aujourd'hui, ils ne bougent pas. Une qualité de papier, une qualité d'encre, une qualité de frappe qui est incroyable. J'arrête parce qu'autrement je vous empêche de poser des questions. Est-ce qu'il avait des disciples de son vivant et est-ce qu'il a eu des disciples après sa mort? Alors, Castellion n'avait pas de disciples parce que... Il avait des cousins et des fils, alors les fils n'ont rien fait. Ou alors il avait 9 filles. Non, Castellion a eu... vous me posez des cols là, hein. Je sais qu'il a eu 2 femmes, c'est déjà pas mal, mais... Alors, Castellion avait 3 sœurs, il avait 3 frères. Il a eu 3 enfants d'un premier mariage, Susanna, Déborah et Nathanaël. Et avec son second mariage avec Marie, il a eu 6 enfants, Anna, Barbara, Sarah, Bonifacius, Thomas et Frédéric. Seul Frédéric a connu un destin de lettré. Frédéric a occupé la chaire de son père à l'université de Bâle. Et il en a été fier parce qu'il a dit, il a réussi à dire quelque chose quand même qui est important. Si je le retrouve. C'est le seul. Et alors malheureusement, on a perdu la trace de tous ces... Voilà. Il a occupé la chaire de rhétorique à l'université de Bâle, puis celle d'éloquence, et à nouveau celle de rhétorique. Promesse tenue. Et sa promesse, c'était « Ne souffrez pas que le nom de mon père disparaisse. Je n'espère pas l'égaler, mais je voudrais l'imiter et en partie le faire revivre. » Donc, le fils de Castellion a occupé la chaire de Castellion à l'université de Bâle. Alors, il n'avait pas de disciples. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, Castellion, c'est pas un constructeur, c'est pas un bâtisseur d'église. Calvin bâtit une église. Castellion, c'est un penseur solitaire. Alors, il a des étudiants à Bâle. Des étudiants, il est très très proche de ses étudiants. D'ailleurs, ce sont ces étudiants qui vont le porter sa dépouille dans le cloître de la cathédrale de Bâle et qui vont mettre une plaque à sa mémoire, qui a disparu d'ailleurs depuis. Mais c'était pas des disciples, mais il avait des élèves qui étaient extrêmement proches de lui. Alors il a eu quand même des admirateurs. Il a eu des admirateurs, et surtout en Hollande, chez les Remontrants. Les Remontrants se sont arrangés pour, on ne sait pas comment, récupérer la bibliothèque de Castellion. Et ils ont récupéré notamment les manuscrits originaux du Contra Libellum Calvini et, je crois, de l'impunité des hérétiques. Et c'est eux qui ont publié le contrat, les premiers, en hollandais. Et ils ont aussi récupéré le Conseil à la France désolée, qu'ils ont publié sous un autre nom un peu plus tard. Les Remontrants. Donc, il a eu on ne peut pas dire des adeptes, mais des admirateurs, oui. Il en a encore. Peu, mais il en a encore. Et elle existe encore, cette bibliothèque ? Non, mais la bibliothèque de Castellion, elle était... Ah oui, les Remontrants, bien sûr, elle existe, elle est à Amsterdam. Oui. Donc les livres de Castellion, Les originaux, ils sont à Amsterdam, oui. Le manuscrit est à Amsterdam. Sinon, des éditions originales de Castellion, il n'y en a quasiment point. Il y a quasiment point. En édition originale, vous avez
Bon, tout un tas de textes, de traductions, il y en a eu des centaines. Il a écrit, mais il a fait des productions incroyables. Mais dans les livres, si vous voulez, si on parle d'ouvrages, il y a la Bible en français, la Bible en latin, il y a le traité des hérétiques dont on a des exemplaires, parce que lui, il a été édité en français et en latin. Le Contra Libellum Calvini, il n'a jamais été édité de son vivant, donc il n'y a pas d'originaux, il n'y a que le manuscrit, plus des nouveaux livres qui sont sortis. De l'impunité des hérétiques, il a été publié, je crois, dans les années 2000, en français. Et Conseil à la France désolée a été publié en français à Genève et à Lyon. Lui, on a quelques exemplaires. Donc, les originaux de Castelion, il y a très très peu de choses. Il y a encore quelques personnes qui aiment Castelion dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, justement, vous avez dit que pour l'inauguration du monument, il y avait eu des gens qui venaient de divers pays du monde, Oui. très loin. Comment ils avaient eu connaissance de Castelion, de ses œuvres, etc. Ferdinand Buisson. Par quel circuit? C'est Ferdinand Buisson. Ah, c'est Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson était... n'oublions pas que Ferdinand Buisson, c'est le cofondateur de la Ligue des droits de l'homme. C'est un personnage absolument considérable. Hein. Il a une notoriété qui dépasse de loin les frontières. Et bon, au niveau universitaire, Buisson, il a arrosé toutes les bibliothèques. Il a fréquenté, d'ailleurs, Ferdinand Buisson a mis 25 ans pour faire sa thèse. 25 ans parce qu'il ne l'a pas fait en continu. Hein. Il était député, il a été ministre, directeur d'enseignement primaire. Il s'est occupé de tellement de choses qu'il la faisait par petites touches. Mais Buisson a fréquenté toutes les bibliothèques d'Amsterdam, de Genève, de Neuchâtel, partout. Londres aussi, Paris, la BN, les archives nationales, tout. Il a tout épluché. Et sa thèse, elle a été éditée en français, mais elle est partie dans toutes les grandes bibliothèques du monde. Hein. Et Benton était professeur à l'université de Yale, dans le Connecticut. Et il était là, oui. Parce que ce n'est pas le cas de toutes les thèses sur d'illustres inconnus. Ah, alors attendez, il faut se méfier des Américains. Parce que il y a une branche protestante aux États-Unis qui est très très vivace. Et on dit que certains mouvements protestants américains tiennent leur philosophie, leur pensée de Castelion. Donc, Castelion est mort en 1563. Donc, vous savez, entre 1563, fin 16e, 17e, 18e, il y a eu des échanges entre l'Europe et les États-Unis qui est considérable. Lafayette, Franklin, tout ça, ça bouge. Les penseurs bougent, les écrits circulent. Aujourd'hui, la plupart des livres qui ont été édités en France, des livres du XVIIe et du XVIIIe, sont dans la bibliothèque du Congrès à Washington. Dans les grandes bibliothèques américaines, vous avez tous les livres français. On trouve même plus facilement dans les bibliothèques américaines que dans les bibliothèques françaises. Ah oui, les Américains, ils ont récupéré. La révolution américaine, elle vient de chez nous. Hein. Et il n'y a pas que nos idéaux révolutionnaires qui sont passés. Ce qui s'est passé avant, c'est arrivé aussi. Hein. Donc les Américains, ils connaissent Castelion. En tout cas, en 1926, ils connaissaient bien. Hein. Et en 1953 aussi. Oui, vous aviez Benton qui était professeur à Yale au Connecticut, oui c'est ça, voilà. Bon, plus les Suisses, les Hollandais, etc. Hein. Girand était pasteur à Amsterdam. Et Étienne Girand, c'est aussi quelqu'un que personne ne connaît. Il a écrit un livre sur Castelion. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup de gens qui ont écrit sur Castelion. Il y a eu Buisson, qui a fait sa thèse. Il y a eu Girand, qui a écrit Les Deux Réformes. Il y a eu Stefan Zweig, qui a écrit une biographie romancée, qui est un peu à charge, mais qui est magnifique. Magnifique. Il y a eu un pasteur qui s'appelle Delormeau, et puis 2 autres que j'ai écrits, c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. Donc, c'est pas très connu. Hein. Mais Zweig, oui, Zweig a fait un livre. Il faut lire Zweig, parce que c'est un livre, Conscience contre violence. Le livre de Zweig, si vous voulez, c'est un livre qui est à charge contre Calvin. Parce qu'il fait un parallèle. Zweig, c'est un écrivain autrichien, juif, persécuté par les nazis, qui lui ont volé sa bibliothèque. Alors, c'est un drame pour quelqu'un qui aime les livres. Et Zweig est obligé de fuir le régime nazi. Et il s'identifie à Castelion. D'ailleurs, dans une de ses lettres, il dit « J'aurais voulu être Castelion ». Et Zweig va, en quelque sorte, s'identifier à Castelion et comparer Calvin au nazisme. Donc il y a un parallèle qui est un peu osé,
Mais il n'empêche que c'est un livre que je vous recommande. C'est un bon livre. Conscience contre violence. Quelque part, il y a quand même un regain d'intérêt pour ce personnage. La preuve, vous êtes ici. Effectivement, en plus, on est dans une période où ce type de pensée doit être sorti. Alors, quand j'ai sorti le livre, j'ai eu un éditeur, mais c'est pas le mien, c'est un autre, qui m'a envoyé un mail et qui avait, dans la manif, c'était le 11 janvier, hein, c'est ça, le 11 oui. Le 11, il y avait une... tuer un homme, c'était pas tuer... Il y a eu une photo qui était prise dans le défilé où il y avait donc une des paroles de Castellion. Oui. Ah oui, c'est pas marqué dessous, Castellion. Non. Alors, oui, ça j'ai oublié de vous le dire. Castellion, il a une pensée absolument extraordinaire, mais elle n'est pas tombée dans l'oubli pour tout le monde. Parce qu'on a tout un tas de philosophes qui se sont inspirés de Castellion et s'en sont inspirés réellement. On le voit dans leurs écrits. Ben, il y a Spinoza, il y a Descartes, il y a même Voltaire, il y a Rousseau, mais il n'y en a pas un qui le cite. Si, il y a Voltaire qui le cite une fois, mais il le cite par accident. Hein. Mais il y en a beaucoup qui se sont inspirés de la pensée de Castellion et qui ne l'ont pas cité. Vous savez, écrire, c'est facile. Vous prenez une belle phrase de quelqu'un, vous la modifiez un tout petit peu, et ça y est, c'est la vôtre. Hein. Bon, moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je cite, parce que j'ai horreur de piller. J'aimerais pas me faire piller, donc j'ai horreur de piller. C'est pas honnête. Donc, on dit, un tel a écrit ça, voilà. On le dit, on le cite, c'est entre guillemets, c'est référencé, c'est noté. Mais il y en a beaucoup qui ont modifié les paroles de Castellion. Quand on lit le traité sur la tolérance de Voltaire, de temps en temps, on se dit, mais est-ce que je suis pas en train de lire le traité des hérétiques, un peu modernisé? De temps en temps, on se pose la question. On se pose la question. Alors bon, de temps en temps, c'est très bien reformulé, hein, mais je crois quand même que c'est un peu reformulé. Alors, Castellion, vous me disiez qu'il n'est pas dans l'oubli, non, et on fait tout pour ça. Alors, en 2015, il y a eu des cérémonies donc importantes, donc à Vendeuvre, très importantes, sur 4 jours. Je crois qu'on a eu 4 conférences. Il y a eu une grande exposition qui avait été ramenée ensuite en juin à Saint-Martin. On a eu donc cette fameuse inauguration, il y a eu une plaquette qui a été éditée. En 2015, en juin à Saint-Martin, donc il y a eu vraiment de très très belles cérémonies. Et il y a eu un spectacle, son et lumière. Malheureusement, arrivé au milieu du spectacle, au moment où Castellion quittait Saint-Martin, l'orage est arrivé. On a pris une radée épouvantable, ce qui fait que le spectacle s'est arrêté, on n'a pas vu. Donc il y a eu un DVD qui a été fait entre le début du spectacle et les répétitions, mais bon, ça reste quand même inachevé. Mais il y a eu un investissement considérable. Il y avait 120 figurants, il y avait des animaux, il y avait une meute, il y avait des chevaux, il y avait des seigneurs, des femmes en costume, c'était absolument magnifique, des voitures d'époque, etc. Bon, le spectacle, le comité d'organisation a décidé de redonner ce spectacle en juillet 2016. Et à cette occasion, je vais publier le livre souvenir du 500e anniversaire avec la reprise de toutes les conférences qui ont été données. La première par Jean Étevenot, qui est un historien lyonnais qui a travaillé sur Renaissance et Réforme à Genève et à Lyon. Ensuite, il y a eu ma conférence sur Castellion, l'enfant de Saint-Martin. Et en troisième, c'était Castellion, penseur de la tolérance, par le pasteur Schmitt de la cathédrale de Genève. Donc on a 3 très beaux textes qui donnent vraiment encore un complément, on va dire, sur Castellion. Il y a eu une exposition à Bourg au Temple protestant. Mais c'est la même, oui. Alors au Temple protestant, on a fait venir cette exposition et j'ai même inauguré, et l'église protestante dont je ne fais pas partie, m'a demandé d'aller prononcer un discours inaugural pour le... Ils ont appelé l'allée à côté de leur temple, allée Sébastien Castellion. Ah oui, oui. Alors ça aussi, tiens, c'est amusant. À Genève, à Vendeuve, il n'y a rien. À Vendeuve, il y a une impasse Castellion. Vous voyez, tout de suite, ça pose. Hein. À Oyonnax, vous avez la rue Castellion et vous avez même la rue Castellion prolongée. Eh oui, c'est celle qui va sur Saint-Martin.
En sortant d'Oyonnax, il y a une plaque rue Castellion prolongée. Et à Bourg-en-Bresse, maintenant, il y a l'allée Sébastien Castellion qu'on a inaugurée en septembre. Donc, vous voyez, on y arrive un petit peu quand même. Faut se battre. Mais cette pensée, c'est sûr que Castellion, il ne va pas nous donner les solutions pour tous les malheurs qu'on rencontre aujourd'hui dans nos sociétés. C'est pas lui qui donne la solution. Mais il nous montre quand même une voie intéressante. C'est que, en pleine guerre de religion, il appelle quand même à une coexistence pacifique. Et c'est quoi ça, en 1562 ? Ben, c'est l'édit de Nantes. Il faudra 30 ans pour qu'il arrive. Castellion, il avait vu ça 30 ans avant. Et aujourd'hui, nous, il faut peut-être qu'on s'interroge aussi. On ne voit peut-être pas ce qu'il faut faire, justement, pour arriver à apaiser tout le monde. Parce qu'il est là le problème. Il faut arriver à apaiser tout le monde. Vous voilà tous castellionisés. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions, ça va ? Alors, Castellion a été inhumé dans les cloîtres de la cathédrale de Bâle. J'y suis allé. J'ai eu beaucoup de mal pour me faire comprendre, parce que les Bâlois n'aiment pas les Français, ni les Anglais. Ils n'aiment que les Bâlois. Donc j'ai quand même réussi à me faire ouvrir la crypte. Il n'y a rien. Évidemment, la plaque a disparu depuis fort longtemps. Et on pense que Castellion, sa dépouille, ou du moins ce qu'il en reste, est peut-être dans les jardins derrière la cathédrale qui descendent sur le Rhin. Voilà, mais on ne sait pas. Mais il a été à Bâle, c'est sûr. Petite anecdote, tiens, pour vous dire à quelle époque on vivait. À Bâle, en 1567, il y a un personnage qui meurt qui s'appelle Jean de Bruges. Alors Jean de Bruges était arrivé à Bâle avec sa famille et il a été très bien accueilli. C'était quelqu'un de formidable. Il était riche. Donc, vous savez, les riches en général, s'ils sont généreux, ils sont tout de suite intégrés. Il venait de Hollande et il s'est très bien intégré. Il était très très apprécié. Il est mort. On l'a enterré avec le faste qui lui était dû. Enfin, tout s'est bien passé. Et puis quelques années après, il y a une rumeur qui est apparue. On a dit, mais c'est pas Jean de Bruges. Non, c'est Joris, le chef des anabaptistes. C'était une secte protestante de Hollande qui considérait qu'il ne fallait pas baptiser les enfants, il fallait mieux attendre qu'ils aient l'âge de raison et ils décideront eux-mêmes. Donc c'était pas bien dans les clous non plus à l'époque. Et il s'avère qu'effectivement, c'était pas Jean de Bruges qui avait été enterré, c'était Joris et c'était le chef des anabaptistes. On a trouvé les livres, les papiers, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les protestants de Bâle qui passaient pour des humanistes tolérants ? Ils l'ont déterré et ils l'ont brûlé avec ses livres. Et c'est ça l'époque. Merci beaucoup.